Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la Coppa Bernocchi, cette semi-classique italienne qui avait lieu lundi. Donc on va revenir sur cette épreuve, on va faire un petit peu le débrief. On parlera légèrement des trois vallées varésines également qui n'ont pas eu lieu hier du côté des garçons. Du côté des filles, c'est Cédrine Kerbaol qui s'est imposée. Donc on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur ces semi-classiques italiennes dans cette semaine qui nous amènera jusqu'au Tour de Lombardie. En fin de semaine, qui sera le moment le plus important presque de cette séquence de semi-classique italienne, quoique le Grand Prix d'Émilie c'est pas mal aussi. Et puis ensuite, eh bien, on aura encore quelques courses pour finir le 20 octobre, puisque la saison se finit encore dans une dizaine de jours. Et puis après, on attaquera les débriefs de fin de saison, comme d'habitude. Et puis il y aura le Vendée Globe qui arrivera, le biathlon aussi, donc... il y aura des choses dont on parlera ensuite. On commence tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment la vidéo également des transferts qui est sortie aujourd'hui. On fait un nouveau point sur les transferts. On parle notamment de Rémi Cavagna et des frères Paré-Peintre. Plus vous cliquez rapidement sur une miniature, sur une notification, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. Et puis, si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. On commence tout de suite avec cette Coppa Bernocchi qui s'est déroulée dans des conditions mitigées, mais je dirais que c'était quand même plutôt sec, ce qui n'était pas le cas des trois vallées varésines qui ont eu lieu le lendemain, qui ont eu lieu chez les filles. Déjà les conditions étaient vraiment à la limite du praticable, et les garçons, eux, ont démarré, mais n'ont pas fini cette épreuve. Alors pour moi, est-ce qu'il fallait annuler ? C'est compliqué à dire parce que j'étais pas sur place. Moi, j'avais quand même le sentiment déjà pour les filles que c'était limite. Vraiment, pour moi, c'était même dangereux. Alors des fois, on a eu des courses dans ces conditions-là. À Zurich, on a eu des courses dans ces conditions-là. On les a fait quand même partir. Est-ce que c'était la bonne idée pour les courses juniors? Je ne sais pas. Est-ce que c'était la bonne idée du côté des filles? Parce que je crois que c'est vraiment les filles qui ont pris des seaux d'eau dans la course élite. Mais c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de pluie déjà sur ces épreuves à Zurich. Et le problème, c'est qu'un pneu de vélo, c'est peu large. Que les coureurs ne vont qu'à 40 km/h. Donc en fait, ils évacuent assez peu d'eau. Avec une roue de vélo, tu n'évacues pas l'eau. Et je rappelle qu'un pneu de vélo, la largeur, c'est 3 cm maximum. 30 mm, quand on dit une route 30, c'est une route de 3 cm de large. C'est rien, 3 cm de large. Regardez déjà une route VTT. Tous ceux qui ont fait un petit peu de VTT, ça doit être, je sais pas, 6 cm. Un VTT classique. Donc c'est déjà le double. Si vous regardez un pneu de MotoGP, par exemple, un pneu de moto, c'est 20 cm de large. Facilement, sur un modèle sportif. Donc là, vous êtes sur une route qui est beaucoup plus étroite. Le problème, c'est que ça évacue pas l'eau, que la surface de contact avec le sol est extrêmement réduite. Pourquoi je vous faisais la comparaison avec la MotoGP? Parce que la MotoGP, nous, c'est à peu près des roues qui doivent faire 20 cm, même un peu plus. La surface de contact avec le sol d'une MotoGP, le pneu, la surface de contact qu'il a avec le sol, c'est une carte de crédit. Ce qui est rien, une carte de crédit en taille. Et imaginez un vélo. C'est que dalle. Et là, on avait des situations où il y avait des gerbes d'eau les roues étaient à 2 doigts de l'aquaplaning, pour la course des filles. Et moi, déjà, j'ai trouvé que la course des filles, c'était déjà très limite. Encore une fois, on a les pneus pluie, ça marche pas très bien sur les pneus de vélo. On va pas se mentir que déjà tous les équipementiers n'en ont pas, mais en plus ça marche pas efficacement. Et que quand il y a beaucoup d'eau sur la route, quand l'eau n'est plus évacuée par la route, je trouve que ça pose un problème. Et déjà, pour les filles, c'était problématique. Et à Zurich, déjà au championnat du monde, je trouve que dans certaines conditions, c'était vraiment limite pour les courses en ligne.
Et puis là, on a l'après-midi, c'était vraiment plus praticable. Déjà le matin, pour moi, c'était vraiment limite. Et, bon, les filles ont pas. Je pense que les filles n'ont pas. Il n'y a pas eu 150 fois des grèves chez les filles. Chez les garçons, c'est assez régulièrement qu'on a les coureurs qui se mettent d'accord et qui décident de ne pas faire une course, d'interrompre la course, de s'engueuler avec les organisateurs. Chez les filles, c'est pas le cas. Pourquoi les filles n'ont pas le poids des garçons? Aujourd'hui, dans le peloton, une Elisa Longo Borghini n'a pas le poids de Tadej Pogacar au niveau médiatique. Donc, parce que certains ont reproché ça. On reprochait, oui, on a fait courir les filles. Certains, bon, ont reproché en disant on fait prendre des risques aux filles et pas aux garçons, mais d'autres ont dit bah en fait c'était praticable pour les garçons parce que les filles elles l'ont fait, elles ne sont pas engueulées. Mais les filles n'ont pas la possibilité de s'engueuler avec des organisateurs, surtout RCS qui va faire un Milan-San Remo l'année prochaine, qui est plutôt dans une idée de développement du cyclisme féminin. Et c'est peut-être ce qui a fait la différence aujourd'hui. Du côté, c'est pour ça que certains se plaignaient, les filles elles l'ont fait. Non, les filles elles l'ont fait peut-être parce qu'elles n'avaient pas envie, mais qu'elles n'ont pas voulu se mettre à dos un organisateur. Ça c'est un peu la différence. Parce que les coureurs hommes, eux, ont moins ce problème-là. Il y a la médiatisation qui est largement différente. Ensuite, moi, ce qui me gêne avec la course des garçons, donc, bon, la course des garçons part, on l'arrête au bout de 60 km. Moi, ce qui me gêne, c'est que déjà la veille, les commentateurs d'Eurosport l'avaient indiqué lors de la Coppa Bernocchi que ça allait être très compliqué de faire la course. C'est-à-dire qu'on le savait déjà la veille que les conditions climatiques n'allaient pas être bonnes. Quand on le sait, quand on sait la pluviométrie qu'il y aura d'un jour à l'autre, il y a peu de variété, il y a peu de différence. Très clairement, on annule la course dès la veille, quoi. Parce que le problème, c'est que là, il y a des spectateurs qui ont pris des risques pour aller sur le bord de la route, déjà. Moi, je considère qu'il y a des spectateurs qui ont pris des risques, qui ont bravé la tempête. Donc, c'est-à-dire que RCS n'a pas fait attention aux spectateurs. Imaginons un spectateur, je sais pas, reste coincé avec de l'eau, se prend une branche d'arbre sur la tête, un arbre qui est déraciné se le prend sur lui. Imaginons un spectateur tué parce qu'il a voulu voir les trois vallées varésines. Ça aurait pu arriver. L'organisateur, certes, il doit s'occuper de la sécurité des coureurs, mais il doit s'occuper également de la sécurité des spectateurs. Et beaucoup de fois, la sécurité des spectateurs, c'est pas forcément la priorité des organisateurs, j'ai l'impression, ces derniers temps. Et moi, pour moi, on a fait partir les coureurs alors qu'on savait très bien qu'il y avait peu de chances que ça marche. Donc l'organisateur, je trouve, a un peu forcé la main de ce côté-là, en disant oui, ça va marcher, ça va marcher. Bon, moi, j'étais pas sur place encore une fois, je peux pas vous dire si les conditions climatiques, elles étaient vraiment catastrophiques, si c'était faisable de courir. Moi, il me semblerait quand même que sur les images de caméra, c'était loin d'être faisable. Pour moi, il fallait pas démarrer la course. Mais bon, l'organisateur a démarré la course sans tenir compte de la sécurité des spectateurs. Et puis après, bon, on arrête la course. Sauf que c'est toujours le même problème dans ces arrêts de course en cours d'étape ou même la veille quand les courses sont annulées. C'est qu'on voit bien qu'on ne demande pas l'avis de tous les coureurs. Là, j'ai l'impression que Pogacar et 4-5 stars ont dit non, on continue pas, et c'est pour ça qu'on s'est arrêté. Je dis pas qu'il fallait pas s'arrêter et que la moitié du peloton était peut-être d'accord avec eux, hein, mais j'ai surtout l'impression que c'était les stars. Le vrai souci, c'est qu'il y a un manque de clarté. Comme il n'y a pas de protocole dans ce genre de situation, ça fait plusieurs fois que ça arrive, ça fait plusieurs fois que je me plains de cette situation, notamment sur le Giro, où déjà, il faudrait annuler la veille, pour moi, à part quand il y a des changements vraiment météorologiques du jour au lendemain. Mais on le sait souvent la veille, la météo est quand même plutôt précise d'un jour à l'autre. Donc je pense qu'on peut prévoir les choses. Et surtout, je trouve qu'il y a un manque de clarté sur qui a pris la décision du côté des coureurs. Est-ce que c'était vraiment une décision à l'unanimité? Et pour moi, il faudrait un système de vote anonyme,
où les coureurs disent bon bah moi j'ai pas envie de continuer, moi j'ai envie de continuer, mais avec un système de vote anonyme, parce que si c'est un vote nominatif, on sait très bien que les managers sportifs vont mettre la pression dans certaines équipes parce qu'il y a les points UCI. Parce que, voilà, il faudrait un système de vote pour savoir que oui, bah il y a 60% des mecs qui veulent pas repartir, donc c'est bon, on ne repart pas. Parce que à chaque fois, quand on raccourcit les parcours, des fois il y a la moitié des coureurs qui sont pas au courant. Alors, on l'a vu cette année sur le Giro, donc pour moi c'est un vrai problème. Moi j'ai regardé donc dans les commentaires, les gens étaient plutôt d'accord avec cette décision hein, de pas faire de pas partir, enfin ils étaient plutôt d'accord avec les coureurs. Bon, sauf une personne, le Beau Vélo, qui a un avis qui est souvent déplorable sur le cycliste. Si vous le voyez sur Twitter. Moi je sais plus si je suis abonné à son compte, parce que j'aime bien m'abonner. C'est surveille tes ennemis. Ce genre de choses, surveille les gens qui ont un avis parfois catastrophique. Je pense pas que je suis abonné, je pense que c'est juste que je vois ses tweets parce que des fois je regarde. Je trouve qu'à chaque fois c'est un avis déplorable parce que le mec dit bon les mecs ils auraient dû courir, maintenant quand il pleut on fait pas reprendre la course. C'est cet avis de dire ah bah dans les années 70 ça courait dans ces conditions là. Ouais, peut-être que dans les années 70 les coureurs ils fermaient leur gueule et puis peut-être qu'ils n'avaient pas conscience du risque qu'ils prenaient à ce moment-là de courir sans casque. Oui, dans les années 70, on roulait sans ceinture, on faisait du vélo sans casque. On utilisait de l'acide sans mettre de gants. Bon, est-ce que c'était une bonne idée? Je ne suis pas sûr. Je pense que le monde évolue, qu'en termes de sécurité, bah, ça évolue aussi. Pour moi, les coureurs, on considérait que c'était pas roulable. Bon, c'était pas roulable. Le problème, c'est que ça aurait dû être décidé avant. Moi, ce qui me gêne, c'est encore une fois ce manque de clarté. Mais qu'un mec dans un canapé dise ah bah ils auraient dû faire différemment sans prendre en compte. Moi, à chaque fois, certes, je suis dans ma chaise d'ordi, je suis dans mon canapé, mais j'essaye toujours de réfléchir à comment ça se passe du côté du coureur à ce moment-là. Il faut bien comprendre que ces coureurs-là, ils ont vécu il y a une dizaine de jours, 2 semaines, la mort d'une fille de 17 ans. 18 ans, Muriel Fleurer. Ça change ton appréhension, ta manière de percevoir le risque. Ça a fait comme la mort de Gino Meder, hein, mais pareil. Peut-être que si c'était arrivé au mois de mars, les coureurs auraient quand même pris le risque. Là, c'est 2 semaines après la mort d'une fille. Et je trouve que ce mec-là ne s'est pas mis en tête. Déjà, moi, j'étais pas sur le vélo. Peut-être que la visibilité était catastrophique. Parce qu'il semblerait que c'était surtout ça le problème. Il y avait les plaques d'égout. Julien Bernard disait qu'il ne voyait plus les plaques d'égout. Donc ça, c'est vraiment problématique. L'eau ne s'évacuait pas de la route, donc si tu pars en aquaplaning et que tu te pètes une clavicule et que pendant 2 mois, tu es à l'arrêt forcé, c'est pas le Beau Vélo qui va t'aider et qui va payer ton assurance et qui va payer tes trucs, tes soins, parce que certes en France il y a la Sécu, c'est pas le cas partout en plus. Donc je pense que des fois, il faut réfléchir avant de parler. Bon, il faut réfléchir avant de parler. Sur Twitter, c'est pas la spécialité de ce réseau social. Donc moi, je trouve que le vrai problème, ce qui me gêne avec cette décision, c'est le manque de clarté. Voilà, moi j'aurais aimé qu'il y ait un vote. Voilà, on se réunit, on vote. Mais encore une fois, le fait qu'il y ait un manque de clarté, c'est qu'il n'y a pas de protocole, parce que l'UCI s'en branle de faire un protocole, actuellement, d'avoir une procédure dans ce genre de situation. Et je me dis aussi que si ça avait été ASO, peut-être que les coureurs auraient fermé leur gueule. J'en avais parlé il y a quelques temps, mais c'est RCS qui organise. Et RCS, bah, ça fait depuis plusieurs fois où les organisateurs n'ont plus la main sur leurs courses. C'est-à-dire quand les coureurs veulent faire grève, ce sont toujours des courses de RCS. Quand les coureurs veulent raccourcir le parcours, c'est toujours RCS. Parce que RCS a fait le con pendant des années, il faut bien le dire aussi, n'a pas écouté les coureurs, a mis en danger les coureurs en faisant des parcours tarabiscotés ou avec les motos notamment, qui suivent la course, et qu'ils se prennent le retour de bâton aujourd'hui, c'est-à-dire que maintenant, ça arrivait une fois, mais ça fait depuis 5-6 ans, où à chaque fois qu'il y a une grève, à chaque fois qu'il y a une engueulade entre coureurs et organisateurs des moments de tension, c'est à chaque fois RCS. Et là, c'est ce qui s'est passé. RCS voulait faire partir la course, les coureurs ne voulaient pas. Bon, ben, on s'est retrouvé dans cette situation-là. Il y a une vraie guerre maintenant, enfin une vraie guerre, il y a une vraie opposition entre RCS et les coureurs. Et autant, je pense qu'avec ASO ou avec Flanders Classic, les coureurs n'auraient pas... La décision aurait été différente, mais les coureurs seraient quand même partis.
Autant avec RCS, ils n'en ont rien à branler. S'ils décident d'arrêter, ils arrêtent. Voilà, et il faut le dire aussi. Peut-être qu'on n'a pas... Mais encore une fois, pour moi, ce qui m'énerve, c'est ce manque de clarté et cette prise de décision. Elle aurait dû se faire la veille. La veille, tu fais un vote. Les coureurs veulent y aller, les coureurs veulent pas y aller. Tu fais un bulletin météo, tu fais un briefing complet sur les conditions climatiques et tu dis aux coureurs s'ils veulent y aller ou ils veulent pas y aller. Tu fais un vote la veille, tu fais un vote le matin, 3 heures avant le départ, tu fais un vote. Bon, est-ce que vous pensez que c'est jouable, c'est pas jouable? Mais là, tu prends pas le départ et t'arrêtes pas la course au bout de 60 km, quoi. C'est ça qui m'énerve parce que le public qui est venu, bon, déjà, se retrouve à avoir fait un effort pour pas grand-chose, mais en plus a pris des risques, potentiellement, pour voir la course. Bon, on retourne du côté de la Coppa Bernocchi et on va regarder tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! On passe à la Coppa Bernocchi. On parle du coureur qui s'est imposé, Stan Van Tricht. Très belle victoire du coureur belge parce que il est dans l'échappée matinale, une échappée qui n'est pas énorme. On est quand même sur une course de 175 km. Fin de saison, tout le monde est rincé. C'est vrai que beaucoup de coureurs ne veulent pas forcément prendre les échappées. Faut bien le dire, en fin de saison, c'est un petit peu compliqué. Bon, ils prennent l'échappée, une échappée à 3. Alors certes... Échappé à 4, pardon, parce qu'il y avait aussi Anthony Perez, j'avais oublié Anthony Perez. Mais ils ne sont que 4 et Pierre Latour, qui était aussi dans l'échappée. Mais Pierre Latour, il a lâché assez vite l'échappée. Les 3, au final, qui sont là à 40 bornes de l'arrivée, c'est Van Tricht, Lehmann, Pinarello. Ils sont que 3 à 40 bornes de l'arrivée. Perez a lâché et Pierre Latour aussi, puisque Pierre Latour, je crois qu'il a fait... Il a dû faire 100 bornes d'échappée, je ne sais même pas s'il a fait 100 bornes, il a fait 112, voilà, et ensuite il a lâché. Et du côté d'Anthony Perez, je crois qu'il a fait une chouille plus. Voilà, il a fait 119, donc vous voyez, les deux ont été lâchés assez vite. Et là, je me dis, bon, déjà à 3, c'est pas simple. Ensuite, vous avez Remco Evenepoel qui attaque à plus de 80 bornes de l'arrivée. Encore. Là, tu te dis, putain, l'écart est à 2 minutes, à 40 bornes de l'arrivée. Je me dis, bon, ça va être compliqué, quoi. Il y a 2 minutes, 2 minutes 20. Même si la fin de parcours, c'est plutôt en faux plein descendant. Vu les conditions qui étaient quand même pas très chaudes, fin de saison, je me dis, bon, allez, derrière, ça va réussir à faire la différence. Et là, ils arrivent à résister. Et après, Bart Lehmann part. Et moi, je me dis, bon, Pinarello, il est un peu dans les choux. Lehmann part. Sivakov va revenir sur lui. Et à ce moment-là, je ne savais plus s'il était encore là, Van Tricht. Et je vois qu'il y a encore Van Tricht. Mais je me dis, bon, même s'il y a eu 30 bornes, pour, on va dire, récupérer un peu, je me dis, bon, même s'il y a 30 bornes, ça va être compliqué, quoi. Ça va être très compliqué pour lui. Enfin, physiquement, voilà, Van Tricht, il a bien morflé sur la journée. Il fait 156 km d'échappée. Enfin... voilà, en fin de saison, ça va commencer à être compliqué, même s'il avait que 59 jours de course dans les pattes, il a quand même commencé en Australie, et je me dis, bon, il a 25 ans, mais il n'a pas un gros palmarès, jusqu'à maintenant, il n'avait remporté aucune course, et surtout un équipier. Bon, même s'il est en attente d'un contrat, je me dis que ça va être compliqué, et puis là, il sort un super sprint. Le sprint, en plus, est bien fait. Il y a Sivakov qui tente. Il panique pas quand Sivakov essaye, parce qu'il aurait pu faire partie des coureurs qui paniquent. Il court vraiment bien dans le final, parce que c'est plutôt Roger Adria qui accélère un peu tôt, bon, Powlez qui explose complet. Et là, je me dis, bravo, Stan Van Tricht, parce que bon, Bodin n'arrive pas à revenir sur lui, donc il fait quand même un super sprint, parce que Bodin fait pas de mauvaise course. Et je me dis, bravo. Est-ce que ça va lui permettre d'avoir un contrat pour l'année prochaine? Ça, c'est la grande question. C'est vrai que c'est presque une victoire qui arrive tard. Vous avez des équipes qui n'ont plus forcément beaucoup de place. Mais bon, c'est un coureur qui est quand même un bon équipier. C'est vrai qu'il n'a pas un gros palmarès, Stan Van Tricht, mais il a quand même fait deuxième du Dwars Doet et Hageland. Deuxième du Grote Prijs, Jeff Scherens également en 2023. Moi, si j'étais une équipe de deuxième division, c'est un profil qui pourrait être intéressant. Donc, il faut voir si
des formations vont le suivre, vont aller sur ce coureur-là. Mais je pense que voilà, il y a quelque chose à faire avec ce coureur-là. Bon baroudeur, pas mauvais sur les classiques belges. Ça peut intéresser certaines formations. On verra s'il y aura un contrat pour l'année prochaine pour ce coureur. On poursuit avec Bart Lehman. Bah là aussi, bravo Bart Lehman, il résiste pendant 30 km. Alors oui, à 1 km de l'arrivée, il est repris. Bon, après, c'est sûr que quand tu es repris à 1 km de l'arrivée, derrière, c'est quasiment impossible de faire un bon sprint. Mais je salue le panache du coureur néerlandais, et puis je salue la saison du coureur néerlandais, qu'on a quand même pas mal vu depuis le début de saison. Ce qui est dommage pour Bart Lehman, c'est qu'il lui manque la victoire. Il lui manque une victoire cette année, il fait 2e du Tour de Norvège, 5e du Down Under. Il n'est pas passé loin à de multiples reprises, mais pour une première année en World Tour, c'est un coureur qui était passé chez Human Powered Half. Alors je l'avais vu un peu chez Human Powered Half, mais c'était quand même pas... je me disais, du côté de Visma, c'est une prise de risque pour Visma. La prise de risque a vraiment bien fonctionné. Ça a été un bon choix. Et Bart Lehman, ça fait partie des bons coureurs cette saison, qui a montré des bonnes choses. Ça fait partie des révélations, je dirais, du côté de cette saison 2024. Participant sur le Tour de France qui n'était pas prévu. 6e à Barcelonnette. Deux top 5 sur le Tour du Luxembourg. 5e de la Copa Bernocchi en prenant l'échappée. Et en faisant 157 km d'échappée. Sur le Tour de Romandie, il a fait 2e du classement de la montagne, 5e du Down Under. Il lui manque juste une victoire, ce qui aurait été intéressant pour conclure l'année. Voilà, de dire, bon, j'ai gagné une course cette saison, voilà, j'ai vraiment rempli tous mes objectifs. Il lui manque juste une victoire, mais sinon l'année de Bart Lehman est réussie pour un coureur qui, encore une fois, n'avait que très peu d'expérience. Un coureur qui n'a commencé qu'en 2022, à Bart Lehman. Faut l'avoir en tête, le cyclisme professionnel, il a commencé très tard. C'est un coureur qui a 28 ans certes, mais il n'a commencé qu'à 26. Et qui a bientôt 29 même, dans quelques jours. Il a 29 ans parce qu'il est né le 14 octobre, dans 5 jours, bientôt son anniversaire. Je ne sais pas si on le reverra d'ici là en course, donc on peut lui souhaiter un bon anniversaire. Si, il fait le Tour de Lombardie. Allez, bon, ça ne sera pas encore le jour de son anniversaire, il y aura encore quelques jours. Mais oui, c'est une belle année. Et puis, sur le Tour de Lombardie, je ne sais pas quelle sera la composition de la Visma pour le moment. Je ne sais pas si on a... Si on a déjà les compos, parce que le Tour de Lombardie qui aura lieu le 12, je rappelle, c'est samedi le Tour de Lombardie, c'est pas un dimanche. Donc on fera la présentation vendredi de la course. Là, j'ai déjà la composition des équipes, contrairement à Paris Tour où... je l'ai vu que la veille. Et donc chez Visma, on emmène Jorgensen au départ. Donc ça, je sais, il n'y a pas forcément de grands favoris chez Visma. Donc ça pourrait être intéressant pour certains coureurs pour se montrer sur cette épreuve. Ça pourrait intéresser du monde, très clairement. Et puis je termine avec Alex Baudin, du côté des coureurs top. Je trouve qu'il a bien couru. Il fait 2e, il n'a pas à se reprocher quelque chose. Van Tricht était très fort dans son sprint. C'est pas forcément son domaine de prédilection. Coureur qui, lui, va devoir changer d'équipe. Encore une fois, Decathlon n'a pas de contrat pour lui pour l'année prochaine. Ils sont déjà 30 chez Decathlon, donc il n'y a pas la place pour Alex Baudin. Ce qui, je trouve, est un petit peu dommageable, parce que c'est quand même un coureur qui a apporté 726 points à l'équipe. Alors certains diront, oui, il y a eu le coup du tramadol. Bon, encore une fois, le tramadol n'était pas un produit interdit à ce moment-là. Ils se sont quand même bien servis de lui cette année, même s'ils ne pouvaient pas le virer, encore une fois. Bon, ils l'ont quand même utilisé, notamment sur le Tour d'Italie. Moi, je trouve que c'est un coureur qui a un potentiel. Là, il a montré des bonnes choses. Par rapport à sa première année chez AG2R, c'était un peu le jour et la nuit même. En termes de résultats, ça reste quand même un coureur qui est très jeune, qui a 23 ans. On verra où il ira, où il sera recruté, mais je trouve que sur cette Copa Bernocchi, il n'avait rien à se reprocher. Il a fait vraiment le maximum qu'il pouvait. Il court très bien, je trouve qu'il se cache bien dans le groupe de 5
Puis ensuite un groupe de 6, puis un groupe de 7. Dans le dernier kilomètre, je trouve qu'il se cache vraiment bien. On ne le voit pas quasiment de toute la journée alors qu'il est dans le bon coup. Derrière, il fait vraiment pas l'effort en plus. Je trouve qu'il gère très bien l'échappée. Mais au sprint, malgré le fait qu'il suit la bonne roue, il suit Van Tricht, il s'affole pas là aussi quand Sivakov part. Il lui manque un peu de punch au sprint pour aller chercher la victoire, mais c'est quand même une bonne place. Cette année, oui, voilà, encore une fois, 726 points récoltés. Il fera le tour de Lombardie et puis il ira ensuite en Chine, hein, donc il a encore une grosse fin de saison avec les Great Tours of Gandhi. Puis on verra quelle formation sera intéressée par Alex Baudin pour l'année prochaine. Est-ce qu'une formation française, Cofidis, Total, pourrait être intéressée, ou une formation étrangère qui pourrait se dire pourquoi pas la Tudor, parce que c'est vrai qu'il est passé par cette formation-là en continental en 2022. Est-ce qu'il reviendra du côté de la Tudor ou est-ce qu'il ira encore dans une autre formation? Le coureur français, eh bien ça c'est ce qu'on verra. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. On passe au bonnet d'âne. Je commence avec Remco Evenepoel. Pas vraiment compris sa course à Remco Evenepoel. Hein. Il attaque à 80 bornes de l'arrivée. Bon, il fait pas la différence. Il fait rouler la Soudal Quick-Step. Donc tu te dis, il va revenir déjà sur les gestes échappés et puis il a une idée derrière la tête. Je sais pas s'il rate le bon coup parce qu'il n'y a pas cru. Parce qu'il était mal placé encore comme au championnat du monde. Parce que c'est vrai que pour moi, il n'était pas hyper bien placé dans le peloton à ce moment-là. Mais il rate le coup de 5 qui part. Il rate l'accélération avec Baudin, avec Sivakov. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur à ce moment-là de la course. Alors, est-ce qu'il a couru ici pour se tester? C'est vrai que techniquement, c'était pas le parcours le plus favorable pour Remco Evenepoel. Mais bon, il décide d'attaquer à 80 bornes de l'arrivée. C'est que je pense qu'il avait quand même une idée derrière la tête. Alors, on n'a pas vu l'attaque à 80 bornes de l'arrivée. À ce moment-là, il n'y avait pas les images du direct. Donc je ne saurais pas vous dire si ça a fait comme au championnat du monde quand il attaque et que tout le monde arrive à suivre derrière lui. Peut-être que l'attaque n'a pas été tranchante, ce qui est une possibilité. Peut-être qu'il a attaqué mais qu'il s'est un peu cramé à ce moment-là et qu'après derrière il n'y avait plus beaucoup d'énergie pour remettre en marche. Mais Remco Evenepoel, là, il a été transparent sur cette épreuve, ce qui je trouve est assez bizarre. Ce qui n'est pas très rassurant en plus pour le Tour de Lombardie, en sachant qu'en plus il y aura le mur de Sornano, donc ça c'est encore moins rassurant pour lui. Mais là c'est pas très rassurant parce que déjà au championnat du monde il n'est pas hyper fringant, il n'arrive pas à faire la différence. Il court pas très bien en plus je trouve en termes de stratégie. Bon là quand tu attaques à 80 km de l'arrivée faut être costaud parce que sinon tu passes un peu pour un con. Il passe un peu pour un con aujourd'hui, sur cette course là. Et puis on est à quelques jours du Tour de Lombardie et c'est pas très rassurant sur sa condition physique. Moi j'ai quand même l'impression que depuis le Tour de France, il y a eu les Jeux Olympiques où il a été très fort, il a enchaîné, il a fait un gros été, Remco Evenepoel. Et contrairement à Pogačar qui lui a peut-être été un peu moins présent cet été, qui a pris une pause et qui a réussi à repartir, à se relancer, j'ai l'impression que Remco lui n'arrive pas à retrouver des bonnes sensations. Alors oui, il a certes été champion du monde du contre-la-montre, certains vont me dire. Oui, mais même si tu regardes sa course des championnats du monde, alors certes, on va me dire, il n'avait pas son capteur de puissance parce qu'il avait déraillé avant le départ, mais il finit pas très bien. Le dernier intermédiaire est pas à son avantage. Derrière la course en ligne, il n'est pas dans le coup. Là, sur la Coppa Bernocchi, il n'est pas dans le coup. Sur ses dernières courses, sur cette deuxième partie de saison du côté de Remco Evenepoel, c'est pas transcendant. Là il finit à 1 minute vers 27, hein, il finit dans le peloton. Mais c'est vrai que Tour de Grande-Bretagne, il prend une 5e place et sinon c'est pas très marquant non plus. Regardez depuis ses 2 titres olympiques, il a du mal à se relancer. Il court pas hyper bien. Moi j'ai pas vu le Giro dell'Emilia, donc il a abandonné sur le Giro dell'Emilia. Coppa Bernocchi, il fait 53e, en 3 Vallées Varesine qui a été annulé. Bon, on verra ce que ça donnera sur le Tour de Lombardie, hein, parce que lui ne fait pas la course de demain,
Il ne fait pas la Grande Piemonte, qui aura lieu demain, qui est un peu plus pour les sprinters, parce qu'il y a juste une grosse côte sur le parcours. C'est vrai que Grande Piemonte, ces dernières années, on a eu Badjoli, mais il faudra faire la différence dans la grosse côte, ça va peut-être pas être si évident que ça. Le parcours dans le final est pas si difficile que ça. Surtout cette année, la côte est quand même loin de l'arrivée, donc ça permettra peut-être pas de faire des grosses différences, parce qu'il y a 30 bornes de plus que l'année dernière, donc on verra ce que ça donnera, mais pour les coureurs. Mais ensuite on arrive très vite au Tour de Lombardie, quoi, hein, et c'est vrai que Remco Evenepoel, il n'a pas vraiment montré des très grandes choses sur les dernières sorties du coureur belge. Deuxième flop de la journée, c'est Higuita. Avant, c'était le type de parcours qui correspondait très bien, hein, Sergio Higuita. Là, la manière dont la course est courue. Et puis, il fait 13e. Alors oui, vous allez me dire, il fait 13e, c'est quand même pas mal, surtout que Roger Adria est 3. Ouais, mais avant, Sergio Higuita, c'était un mec qui arrivait à faire la différence, qui arrivait à créer du mouvement. Aujourd'hui, je trouve que c'est devenu un simple équipier, Sergio Higuita, alors qu'avant, c'était vraiment un coureur qui était performant. Moi, Sergio Higuita, aujourd'hui, je vois qu'il a 27 ans. Pour moi, ça reste une déception, parce que c'est un mec qui est capable de coups d'éclat. Sa victoire sur le Tour de Catalogne, son bon classement sur Paris-Nice. En 2020, déjà, ça remonte un petit peu quand il était chez EF. Enfin, ça fait depuis quelques temps qu'il est capable de faire des grands coups d'éclat, mais il n'arrive pas à être régulier sur une saison, quoi. Et j'ai l'impression que cette année, c'était quand même, il était un peu, il manquait un peu de performance. Alors l'année prochaine, il va chez Astana. J'espère qu'il va se relancer. J'espère qu'il aura de nouveau un statut un peu plus de leader pour ce genre d'épreuve que cette année. Mais je trouve que son passage chez Bora, la première année était bonne. Chez Bora, 2022, c'était très bien. Il y a des résultats. 2023, 2024, il rentre un peu plus dans le rang. Chez EF, c'était un peu pareil. 2020, très bien. 2021... non, c'est 2019, très bien. Non, 2020... Enfin, 2019-2020, très bien. Ensuite, 2021, bon, c'est plus calme. Et puis, il a du mal. Encore une fois, c'est un vrai problème de constance. Et puis, sur les grosses épreuves, les grosses classiques sur Puncher, pour le moment, en termes de résultats, c'est pas transcendant, quoi. C'est un coureur qui a réussi à être performant sur des courses par étapes. Alors que c'est peut-être pas forcément son plus gros profil, son meilleur profil. Mais sur les courses punchy, c'est un coureur qui est assez transparent. Et je trouve que cette année, oui, il m'a pas vraiment marqué par ses résultats. Aucun grand tour pour Higuita aussi, cette année. Peut-être une petite punition par le fait qu'il partait chez Astana, mais on verra. Lui, il fera Grande Piemonte demain. On verra ce que ça donnera pour le coureur colombien, mais j'ai pas été convaincu par sa course aujourd'hui. Marc Hirschi. Alors, j'ai mis Marc Hirschi, mais en fait, c'est plus UAE. J'ai du mal à comprendre la stratégie de la UAE autour de Marc Hirschi. Certes, tu as Pogačar qui est ton leader numéro 1. Bon, ok. Par contre, Marc Hirschi, c'est quand même un coureur qui a montré cette année que tu pouvais lui faire confiance et que ça pouvait être un très bon leader de rechange. Si Pogačar n'est pas dans un grand jour, si Pogačar tombe sur le Tour de Lombardie, c'est quelque chose qui peut arriver. Si Pogačar n'est pas dans un grand jour, un peu fatigué, tu peux utiliser Marc Hirschi. Ça va pas être si facile que ça, parce que Marc Hirschi, il court beaucoup en ce moment. C'est vrai que depuis le mois de juillet, Tour de République tchèque, 4 jours. Jeux Olympiques, 1 jour. San Sébastien, Bretagne Classique, Grand Prix Industrie Artigianato, Coppa Sabatini, Marco Pantani. Tu rajoutes à ça, donc là on est déjà à 7 jours. Tu rajoutes à ça 1, 2, 3, 4, 5.
On arrive à 12 jours de course. Les championnats du monde 13, Coppa Agostini 14, Coppa Bernocchi 15, Trois-Vallées Varesine 16. 16 jours de course depuis fin juillet, pardon. Et ça fait 12 depuis août. Donc en un mois et demi. Et des courses grandes classiques, donc des courses qui sont quand même usantes, fatigantes physiquement, parce que dans ces courses-là, il y en a quand même plusieurs qui faisaient 180 km ou plus. Je me dis que c'est quand même une prise de risque pour un coureur qui m'a semblé au championnat du monde était peut-être un peu sur une fin de cycle, même s'il a gagné la Coppa Agostini, qui m'a semblé un petit peu en fin de cycle. Donc j'ai du mal à comprendre la programmation des courses. Est-ce que la Coppa Bernocchi, est-ce que c'était le meilleur terrain pour s'exprimer pour Marc Hirschi? Pas sûr. Il y avait peut-être d'autres coureurs qui auraient pu être mis au départ à la place de Marc Hirschi. Et là, il va enchaîner Lombardie, Giro del Veneto, Veneto Classique. Donc il va lui finir le 20 octobre sa saison. Mais il va finir vraiment sur les rotules. Pas de chance pour Tudor. Alors, je ne sais pas si du côté du AE, on essaye de l'user jusqu'à la moelle pour éviter qu'il reparte en forme l'année prochaine chez Tudor. Je ne sais pas si c'est une stratégie. Mais c'est vrai qu'il enchaîne les jours de course. Alors l'année dernière, c'était un peu pareil. En remarquant, c'est vrai qu'il avait enchaîné aussi énormément à partir de août, voire même pire l'année dernière. Ouais, c'était même peut-être pire. À partir de la Ordiazio Classica, il y a quasiment la moitié de sa saison qui est faite à ce moment-là. Il a dû enchaîner 25 jours de course. Mais ça veut dire qu'il faudra voir comment il tient physiquement. Surtout que cette année, la Veneto Classique l'année dernière, elle se déroulait le 15 octobre. Là, cette année, elle se déroule le 20. Donc ça veut dire un peu plus tard dans l'année. Il faudra voir, mais je suis assez surpris de la stratégie de la UAE. De la manière dont il l'utilise, parce que pour moi, quand tu as un deuxième coureur de ce calibre-là, eh bien, il faut essayer de le protéger un maximum. Et puis je termine avec un dernier coureur, c'est Alex Aramburu. Pour moi, c'était vraiment un parcours qui pouvait très bien lui convenir du côté de la Movistar. Un parcours qui était moyennement vallonné, 2000 mètres de dénivelé positif, c'est totalement ce qu'il aime normalement, Alex Aramburu. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, quand j'attends Alex Aramburu, il n'est pas là, parce qu'il finit seulement 52e, alors qu'il avait fini 4e de la Coppa Agostini, donc il avait fait une bonne Coppa Agostini. Le Grand Prix de Wallonie également en septembre, il fait 2e. Normalement, c'est le type de profil qui lui correspond bien aux futurs coureurs de la Cofidis. Et le problème, c'est que sur ce type de grosses épreuves, souvent il se plante. Moi, j'ai rarement été hyper convaincu par Alex Aramburu. Je trouve que c'est un coureur d'Amstel. Il a rarement été bon sur l'Amstel. C'est vraiment un coureur de ce profil-là. Et 2000 mètres, 2500 mètres de dénivelé positif, c'est vraiment ce qui lui correspond. Avec des petites bosses au programme. Et là, il n'a pas réussi à s'en sortir. C'est un coureur un peu comme Corbin Strong. C'est-à-dire que c'est un coureur qui a plusieurs cordes à son arc. Mais le problème, c'est que les courses qui correspondent à ces cordes-là, elles ne sont pas nombreuses. Ce qui fait que pour mettre la flèche au milieu de la cible, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est le problème d'Aramburu, c'est le problème de Corbin Strong, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas assez rapides dans des sprints massifs. Mais c'est quand même pas des coureurs comme Van Der Poel qui sont capables de tenir la cadence sur plus de 3000 mètres de dénivelé positif. Donc ils sont un peu le cul entre deux chaises. Voilà, leur profil c'est entre 2000 mètres et 2008 maximum de dénivelé positif. Ou 3100, 3002 s'il n'y a pas des grosses côtes au programme. Et sur des parcours de 200 bornes, pas plus. Aujourd'hui c'est ça le problème pour moi d'un coureur comme Alex Aramburu, c'est que son profil de course il est extrêmement réduit. Et là on le voit encore sur cette Coppa Bernocchi, que ça n'a pas marché pour le coureur espagnol. Est-ce qu'il finit sa saison en Grande Piémontais? Est-ce qu'il ira à Veneto Classique? Ça peut lui correspondre aussi, l'arrivée en boss de la Veneto Classique. Après, j'ai pas vraiment le parcours en tête là, mais Dorian Godon s'était imposé l'année dernière, donc c'est un profil de course qui peut lui convenir à Alex Aramburu. Il y a Dorian Godon aussi qui est ce profil là, mais Dorian Godon, lui, il a gagné sur le Tour de Romandie, par exemple.
Et il est peut-être un peu plus rapide au sprint, même Dorian Godon, qu'un Alex Aramburu. Intrinsèquement, sur un sprint sur le plat, je pense que Dorian Godon est capable de battre un Alex Aramburu. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se retrouve jeudi soir pour faire le débrief de Grande Piémontée, donc demain. Et puis vendredi, présentation du Tour de Lombardie, débrief du Tour de Lombardie samedi. Voilà, comme ça on finit bien la semaine pour du côté des vidéos sur la chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao!